Coucou, aujourd'hui je vous retrouve avec Wilfried. Bonjour. Pour vous parler de la crise au Venezuela. Parce que comme vous l'avez remarqué, en ce moment, le Venezuela traverse une crise très importante. Mais en réalité, pour être plus précis, il traverse même plusieurs crises, à savoir une crise économique, mais aussi une crise politique, une crise humanitaire, etc. qui ont abouti à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire des manifestations d'une extrême violence, des opposants comme des représentants du pouvoir qui sont agressés, qui sont tués. Voilà, on arrive à plusieurs dizaines de morts aujourd'hui. Bref, quelque chose qui fait craindre peut-être au début d'une véritable guerre civile. Face à cette situation assez complexe, là où il est difficile de démêler le vrai du faux, d'autant plus quand les médias français ont décidé de montrer un peu les choses de manière manichéenne, à savoir, voilà, il y a les gentils opposants d'un côté et les méchants pro-Maduro de l'autre, j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux que certains d'entre vous avaient du mal à y voir clair. Et c'est vrai que moi aussi j'ai eu du mal à y voir clair, d'autant plus que c'est quand même une région du monde que je connais pas très bien, mais j'ai lu quelques livres, j'ai regardé des conférences, j'ai lu des articles. D'ailleurs, je vous conseille les articles du Monde diplomatique qui sont vraiment très bien faits. Et bien, je me suis dit, donc, après ces lectures et ces visionnages, qu'il serait bien que je puisse vous faire profiter de ce que j'ai appris, de façon à ce que, voilà, je vous donne quelques clés de compréhension, quelques clés de lecture, du moins pour ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément des spécialistes en géopolitique, et qui au début avaient du mal à comprendre un peu les enjeux. Alors, pour comprendre un peu la situation actuelle au Venezuela, il faut revenir un petit peu dans le passé. En décembre 1998, comme vous le savez, Hugo Chavez est élu pour la première fois président au Venezuela. Et il arrive au pouvoir dans un pays qui a été, durant des années, dirigé par un parti social-démocrate de gauche, Acción Democrática, et un parti de droite, ou de centre-droit, la COPEI. Des partis donc opposés sur l'échiquier politique, mais qui ont pourtant appliqué peu ou prou les mêmes politiques économiques d'inspiration néolibérale, surtout dans les dernières années, les années 90. Des politiques économiques qui ont par ailleurs aggravé la pauvreté, alors même que le pays est pourtant riche en réserves pétrolières. Dès lors, face à tous ces problèmes, Hugo Chavez va mettre en place un vaste chantier politique articulé autour de deux grands axes majeurs, comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale. Le premier axe va consister en la mise en place d'un processus constituant, à savoir convoquer une constituante pour que le peuple, au travers de ses représentants, puisse changer la constitution, changer un peu les règles du jeu si vous voulez, et permettre par la même occasion aux citoyens d'avoir un peu plus la main. Par exemple, en donnant la possibilité aux citoyens et aux citoyennes de révoquer leurs élus à mi-mandat. Au passage, l'opposition vénézuélienne, qui était pourtant opposée au processus constituant et à la révocation des élus, ne se privera pas de provoquer plusieurs référendums révocatoires à l'encontre de Chavez, mais ce dernier sera toujours réélu malgré tout, et malgré une campagne de diabolisation de la part des grands médias privés vénézuéliens. Le second axe visé par Chavez, c'est la réduction de la pauvreté. Alors comment il va s'y prendre? Eh bien, il va mettre en place une politique redistributive au service des pauvres, grâce à la rente pétrolière. Il va instaurer aussi des campagnes d'alphabétisation, il va faire en sorte que la médecine soit gratuite, bref, autant de programmes sociaux en faveur des pauvres, ayant un coût forcément, et qui déplaisent du coup fortement à la bourgeoisie, au grand patronat local et à ses affidés quoi. Et à son actif, tout le monde, y compris certains de ses opposants, semble lui reconnaître ce succès. Ainsi donc, et pour parler concrètement de manière chiffrée du bilan de Chavez, on peut dire que sur le plan social, grâce à sa politique, la mortalité infantile a baissé de manière considérable, que près de 1,5 million de Vénézuéliens ont appris à lire, à écrire, à compter, et en décembre 2005, l'UNESCO décrétait même que l'illettrisme avait été complètement éradiqué au Venezuela. Que grâce à l'opération Milagro, lancée en 2004, 1,5 million de Vénézuéliens, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme, 1,5 million d'enfants atteints de cataractes et autres maladies oculaires ont retrouvé la vue. Des centaines de milliers de logements ont été construits pour loger justement les pauvres, les sans-abri et les mal logés. Et même sur le plan strictement démocratique, Jimmy Carter, un ancien président américain démocrate, qu'on ne pourrait donc pas assimiler, vous voyez bien, à un dangereux bolchevique, ira même jusqu'à qualifier le système électoral vénézuélien de meilleur système électoral au monde. Bref, pour que vous puissiez vous faire vous-même votre propre idée, je vous mettrai en barre d'infos quelques articles émanant d'instances internationales relatifs justement aux accomplissements de Chavez en matière sociale. Mais seulement voilà, comme je vous le disais, toutes ces mesures ne sont pas sans déplaire aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que le Venezuela dispose de beaucoup de pétrole, comme je le disais tout à l'heure, c'est les premières réserves mondiales en matière pétrolière, et que par ailleurs le Venezuela est un enjeu stratégique pour les USA parce qu'il dispose d'un pétrole qui peut s'acheminer beaucoup plus facilement qu'un pétrole émanant d'un Proche-Orient assez difficile.
et qu'en plus, outre ces enjeux d'énergie fossile, le Venezuela est aussi un contre-exemple à neutraliser, notamment pour des raisons idéologiques, puisque vous savez que le modèle prôné par Chavez est complètement à l'opposé du projet néolibéral états-unien. Donc d'un côté, vous voyez qu'on a un projet politique qui déplaît fortement aux USA, et de l'autre, et c'est ce sur quoi je voulais vraiment insister parce que c'est déterminant pour comprendre la situation actuelle, on a une opposition locale farouchement opposée au pouvoir chaviste. Une opposition qui résulte de l'union entre l'Église, le grand patronat, les grands médias privés, la bourgeoisie et les classes moyennes. En somme, depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, il existe une véritable opposition de classe, pour ne pas dire une véritable guerre de classe, avec d'un côté les pauvres, représentés par Chavez, et puis de l'autre les classes moyennes, la bourgeoisie, représentée par l'opposition. Bon, depuis peu c'est devenu un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a aussi des chavistes qui critiquent le pouvoir, des gens du commun qui en ont un peu marre de cette situation économique, mais bon, vous avez compris un peu le principe. Pour en revenir à nos moutons, et pour vous montrer à quel point la situation a été conflictuelle pendant toute la présidence de Chavez, en avril 2002, il va même y avoir un coup d'État perpétré contre Chavez, un coup d'État fomenté par l'opposition, un coup d'État soutenu même par les États-Unis d'Amérique, qui va mettre au pouvoir de manière assez brève Pedro Carmona, le patron des patrons, le chef du MEDEF local si vous voulez. Et suite à ce coup d'État, les Vénézuéliens vont donc descendre massivement dans la rue pour exiger le rétablissement de Chavez au pouvoir. Et, aidés par la garde présidentielle, ils vont obtenir gain de cause. En somme, la présidence de Chavez sera donc marquée par une guerre de classe, des tentatives de déstabilisation, un coup d'État, bref, autant de raisons qui vont faire que le régime va se durcir en suivant une ligne peu à peu autoritaire, c'est vrai, mais en même temps, vous voyez bien qu'ici, ce durcissement il a été provoqué, ou du moins poussé, parce qu'il y a eu une ingérence américaine, que l'opposition a participé au coup d'État, etc. Ce qui fait qu'à la mort de Chavez en mars 2013, la tension extrême entre les deux camps, comme vous pouvez vous en douter, elle va pas du tout s'amenuiser, mais au contraire elle va monter d'un cran avec la présidence de Nicolás Maduro. Alors, qui est Maduro? Eh bien c'est un ancien chauffeur de bus, et c'est aussi un leader syndical très proche de Chavez. Il a été député et ministre, et comme Chavez, c'est un membre du PSUV. Maduro va l'emporter lors des présidentielles de 2013, de très peu, avec 50,66% des voix, un très faible score illustrant le fait que Maduro n'est pas le même charisme que son mentor, mais aussi, il faut bien l'avouer, que le régime commence à s'essouffler un peu. Et pour cause, et c'est ce qui explique un peu la crise que connaît le pays actuellement, le régime connaît depuis peu une grave crise économique, liée au fait que le prix du baril de pétrole a chuté. Et donc il va y avoir une crise économique, auquel va venir se greffer une crise de type social. Pénurie de biens de première nécessité, denrées alimentaires, la montée de l'inflation, 56% rien qu'en 2013, la hausse du prix de l'essence, une pénurie de médicaments qui fait que selon la Fédération médicale vénézuélienne, les hôpitaux fonctionnent tout juste avec seulement 3% des médicaments nécessaires, et j'en passe. Alors comment expliquer ces crises ? Eh bien ce qu'il faut savoir, et c'est peut-être le point sur lequel Chavez n'a pas réussi, c'est que comme je vous le disais, une grande partie de l'économie vénézuélienne vit sous perfusion de la rente pétrolière. Et comme les autorités vénézuéliennes, Chavez, Maduro, mais aussi les gouvernements antérieurs, faut pas l'oublier, ont échoué à diversifier l'économie du pays, du fait de plusieurs facteurs, comme par exemple le sabotage, voire même la guerre économique menée de l'intérieur par les patrons et la bourgeoisie, du moins de ce que j'ai compris en tout cas, mais aussi, il faut l'avouer, de la corruption, qui s'est développée dans l'appareil d'État vénézuélien, avec des trafics, des hauts fonctionnaires qui jouent pas leur franc jeu, etc. Eh bien il s'ensuit donc que l'économie du pays va se mettre à tourner au ralenti, d'autant plus que le prix du baril de pétrole, comme je vous l'ai dit, se retrouve au plus bas. Et d'où les problèmes actuels que vous connaissez. Et c'est donc dans cette ambiance morose, de crise économique, de corruption inhérente à l'appareil d'État, de lutte de pouvoirs intestines, de conflictualité avec l'ingérence américaine, vous savez, et l'opposition, bref, c'est dans cette ambiance que le parti de Maduro perd les élections législatives en décembre 2015 au profit de l'opposition, la table de l'unité démocratique, qui l'emporte en ayant 99 sièges contre 46 pour Maduro. Il va donc s'en suivre un bras de fer entre l'opposition hostile à Maduro, qui veut tout faire pour le faire chuter, et puis le pouvoir de Maduro, de son côté, qui va reporter par exemple les élections régionales, et même chercher à dissoudre le Parlement par l'entremise de la décision de la Cour suprême, étant composée majoritairement de gens proches du pouvoir. Et c'est d'ailleurs cette décision de la Cour suprême, qui se rétracte peu après en renonçant à la dissolution du Parlement, qui va accentuer la crise qu'on connaît aujourd'hui, avec les manifestations, vous savez, les morts, les attaques contre les députés du Parlement par des militaires pro-Maduro, mais aussi des attaques dans les locaux de la Cour suprême par des militaires ou des paramilitaires pro-opposition, etc.
Dans tous les cas, s'il faut retenir quelque chose de cette histoire selon moi, c'est que nous sommes en réalité ici en présence d'une lutte acharnée qui a commencé depuis bien longtemps, bien avant l'élection de Maduro en 2013. Donc c'est une lutte acharnée entre deux camps politiques, qui représentent aussi des aspirations populaires concurrentes, et dont certaines franges se sont aussi radicalisées. Parce que s'il est vrai que d'un côté les manifestants pro-opposition aient été nombreux, s'il est vrai qu'il y a aussi des gens du commun, du peuple qui manifestent, il n'en demeure pas moins que de nombreux Vénézuéliens continuent de soutenir encore Nicolás Maduro. Un exemple tout simple pour bien illustrer la chose, si on analyse par exemple les résultats des élections législatives vénézuéliennes de décembre 2015, on se rend compte que les classes populaires n'ont pas adhéré en masse à l'opposition. Bien au contraire, il y a beaucoup de gens qui se sont tout simplement abstenus, sans doute par déception vis-à-vis du pouvoir, par colère, par rancœur. Ainsi donc, le pouvoir en place a perdu 2 millions de voix par rapport aux élections législatives précédentes, et l'opposition n'a gagné que 350 000 voix. En clair, si vous voulez, quand j'entends des gens dire que l'opposition vénézuélienne représente le peuple vénézuélien, c'est un peu comme si en France on disait que Macron représente les aspirations populaires de tous les Français, alors que s'il a été élu avec le score qu'il a eu, c'est parce qu'il y avait Marine Le Pen face à lui, et qu'aux élections législatives qui ont suivi, il y a eu une abstention massive, beaucoup de votes blancs, de votes nuls, etc. Bref, tout ce que je veux dire, et ce n'est que mon opinion encore une fois, c'est que la situation au Venezuela, elle est bien plus complexe que le manichéisme simpliste qu'on voit dans les médias depuis plusieurs jours. Au Venezuela, outre les problèmes spécifiquement économiques et géopolitiques, se greffent encore d'autres problématiques. Il existe dans ce pays plusieurs fractures, notamment des fractures de classe, des fractures géographiques, mais aussi des fractures ethniques. Puisque même si la population au Venezuela est composée majoritairement de métis, même si Chavez a été le premier métis élu à ce qui me semble, il existe toujours un racisme au Venezuela, et les lignes de démarcation entre les classes correspondent parfois aux lignes de démarcation entre les métis, les noirs et les blancs. Bref, vous le voyez, la situation n'est pas près de se pacifier. Et ce n'est pas le fait que Nicolás Maduro ait convoqué une assemblée constituante, l'opposition lui contestant d'ailleurs l'aspect légal de la chose, qui va arranger les choses. Loin de là, sauf miracle ou retournement de situation. Dans tous les cas, et pour en finir, je dois vous avouer que si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pas seulement pour essayer de donner des pistes de lecture à des personnes qui seraient un peu perdues face à tout ce flot d'informations, mais c'est aussi parce que j'ai été indignée par le fait que des éditorialistes, des journalistes qui se disent soi-disant neutres, en viennent à profiter sans vergogne de cette crise tragique au Venezuela qui a déjà fait des dizaines de morts, pour faire du bashing anti-France Insoumise. Comme Mélenchon a eu à dire par le passé que le processus constituant vénézuélien était pour lui une source d'inspiration, ça devient aujourd'hui un prétexte pour dire que la France Insoumise est en faveur des dictatures et des assassinats. Mais pire encore, parce qu'après tout, si c'était juste de la politique, on pourrait encore se dire « ah bah ok, c'est le jeu ». Mais plus grave, à mon sens, c'est le message plus pernicieux qui est véhiculé sur les ondes chaque jour à l'occasion de ces tragédies. En gros, le message c'est le suivant: si vous souhaitez qu'il y ait un processus constituant en France, si vous souhaitez que les citoyens puissent avoir la possibilité de révoquer leurs élus, si vous souhaitez qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses, faites attention parce que vous voyez bien là où ça mène. Regardez ce qui se passe dans la République bolivarienne au Venezuela. Donc les gens, calmez-vous un peu, acceptez l'ordre dominant du monde, et surtout, votez bien. PS, En Marche ou Républicain. Parce que comme le disait la papesse de l'ultralibéralisme Margaret Thatcher, there is no alternative. Bref, je vais m'arrêter là, j'ai déjà été très longue à mon sens. Bon, dans cette vidéo, bien sûr, j'ai pas voulu donner des leçons de morale. Encore une fois, je suis pas une grande philosophe ni politologue, et je suis certainement pas aussi légitime que certaines grandes personnalités pour parler d'une situation aussi conflictuelle. Et d'ailleurs, il se peut que mon analyse ne soit pas complètement objective. D'ailleurs, quelle analyse l'est complètement, hein, je vous demande. Mais tout ce que j'ai voulu démontrer dans ce propos, c'est que face à la désinformation qui peut exister entre des médias peu objectifs et des militants pro-Maduro, c'est qu'il était important d'avoir du recul, de varier au possible ces sources d'information, d'aller à la source nous-mêmes afin d'être à même de juger au mieux d'une situation particulière. Bon voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, un merci tout particulier à tous nos tipeurs, c'est vraiment très très gentil de votre part, merci vraiment du fond du cœur. Merci à tous ceux qui mettent des likes aussi, c'est très gentil. Vous pouvez mettre un commentaire comme d'habitude, vous pouvez liker, et en attendant à la prochaine, salut!